Cette série d'interventions que la chaîne Philosopher au présent lance aujourd'hui entend évidemment répondre à une autre série, triste, inquiétante, celle des violences policières qui s'intensifient en France et ailleurs, en France plus que dans les autres pays européens. En arrière-fond se trouve la série aussi préoccupante de lois sécuritaires qui restreignent la liberté de circuler, de manifester, de s'exprimer, de demander asile quand on vient de l'étranger, et de résister civiquement aux abus de la force. Cette restriction a certes lieu dans un contexte de crise sanitaire, mais ces lois elles-mêmes débordent ce contexte, et c'est bien tout un arsenal de surveillance et de contrôle des populations qui se renforce, se renouvelle même, un arsenal qui inquiète les philosophes comme un bon nombre de citoyens. Répondre n'est cependant pas simplement réagir. Il ne s'agit pas de se lancer dans une suite d'invectives, mais bien de prendre du recul, ou même de maintenir à distance. Ce maintien à distance, on devrait l'attendre de la police elle-même. Il est normalement la règle du maintien de l'ordre lui-même quand on souhaite éviter la confrontation avec les manifestants et le risque de la violence réciproque. Mais aujourd'hui, d'autres tactiques policières qui suivent une autre politique, menée principalement par d'autres forces de police dotées d'une autre culture, favorisent le contact violent entre les forces de l'ordre et les personnes, que celles-ci manifestent ou non, et même quand elles ne font qu'être là, ou revendiquer un droit à être quelque part, comme viennent de le faire place de la République, à Paris, des migrants sans logement, censés s'expulser de l'endroit où ils tentent de s'installer, et expulsés de cette place avec une violence encore supérieure et encore plus indigne. Il suffit de voir cela, il suffit d'avoir observé devant des écrans ou sans écran l'action de brigades de la police urbaine, telles les BAC, ou pire encore les Braves. Il suffit de compter les blessés ou les gardes à vue, ou la longueur des gardes à vue, pour réaliser à quel point en cette période de renforcement des frontières, la frontière entre l'expression citoyenne et la délinquance, la frontière entre le non-accueil des migrants et le traitement de la délinquance, enfin la frontière entre ce qui se nomme administrativement le traitement de la délinquance et la brutalité, se sont amincies. La police actuellement franchit les bornes, ces bornes, qu'elle le veuille ou non. Elle dérive hors du droit d'une manière systémique, et avec elle le droit dérive hors du droit. Voilà ce qui nous alerte et nous invite à penser cette déviation et cette dérive, ce qui exige de repenser la police, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, sera, ce qu'elle devrait être. Penser la police est une exigence aujourd'hui, mais c'est aussi tout simplement la continuation d'une exigence qui est aussi ancienne que la police elle-même. Pour autant que l'on entende celle-ci en son sens large, celui qu'elle avait encore au XVIIIe siècle, et qui en faisait le maintien d'une communauté dans son ensemble par une autorité publique, la police est l'objet de réflexion privilégiée de toute philosophie politique. Mais il va de soi que ce qui a été le plus réfléchi, interrogé, c'est l'écart progressif entre l'impératif de maintenir la société et l'institution d'un pouvoir spécial, avec sa propre logique et son propre fonctionnement. Ce détachement, cet écart, on peut faire dater son commencement dès le XVIIe siècle, et c'est sans doute Michel Foucault qui a le plus insisté sur cet avènement et sur son histoire. La police est d'abord ce qui permet de faire croître les forces de l'État, et c'est sous cette forme qu'elle se développe, surtout en Allemagne, et qu'elle se théorise sous le nom de Polizeiwissenschaft, la science de la police. Elle veille alors sur la manière qu'ont les citoyens de s'éduquer, de travailler, de consommer, sur leur survie et sur les vies, sur les règlements de leur conduite. Il est alors déjà clair qu'elle n'est pas la justice, et qu'elle se consolide dans cette différence. Alors que la loi est générale, la police s'occupe des choses de peu, des détails. Vient d'être ensuite, d'après Foucault, une sorte de basculement qui ferait que la police se donnerait pour tâche plus négative de prévenir ou d'éliminer le désordre par la surveillance et la coercition. Mais il n'y a peut-être pas vraiment de basculement, plutôt une ambivalence constante de la police, qui veille sur la société et qui est en même temps l'élément constitutif de sa surveillance, qui fait que la cohésion sociale est reprise par elle sous la forme de la coercition. Les symboles de cette équivalence, ce sont les policiers qui, à la rentrée de Toussaint, se sont postés devant les lycées pour protéger les élèves contre une éventuelle attaque terroriste, et qui 2 jours plus tard, avec certains renforts, gazaient ces mêmes élèves protestant contre les mauvaises conditions sanitaires de la rentrée, tout en leur infligeant des amendes de 135 € pour non-respect des règles du confinement. Et c'est en raison de cette même ambivalence que la police se trouve au centre d'un débat entre 2 grands philosophes de l'idéalisme allemand, Fichte et Hegel. Fichte poursuit jusqu'au bout l'idée que la contrainte du droit
exige une police qui régente le détail de la vie des citoyens. Il prône même la généralisation d'un passeport qui ressemble beaucoup aux attestations dérogatoires que nous remplissons aujourd'hui en France. Chacun ne doit sortir de chez lui, selon Fichte, que muni d'un document indiquant son identité, le but et le motif de son déplacement. Hegel lui reproche alors d'avoir supprimé toute liberté pour garantir la liberté. Et tous ceux, ministres de l'Intérieur à répétition, politiciens, syndicats de police, qui considèrent la sécurité comme la première des libertés, devraient relire Fichte pour voir où cela mène. Mais le problème est aussi qu'ils le savent déjà où cela mène, et qu'ils le souhaitent. Peut-être alors devrait-il lire tout Fichte, c'est-à-dire aussi les textes où celui-ci détruit sa propre conception de l'État en la soumettant à un impératif plus haut, celui de la culture. Une culture qui maintient, dit-il, l'obligation d'assurer la liberté supérieure de tous, l'indépendance de tous face à l'État. Une culture qui demande de laisser à la liberté, dit-il, un champ aussi étendu que possible, au risque même qu'il s'en suive un moindre degré de calme et de tranquillité uniforme, et que le gouvernement devienne un peu plus difficile et pénible. C'est ce droit au désordre qui risque sans cesse de contredire l'appel constant à l'ordre public, lequel est évoqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme la limite de la liberté, mais qui empiète aujourd'hui sur elle au point de l'étouffer et même d'entraîner son propre désordre. Si l'on garde pour seule boussole cet ordre public, l'activité de la police ne conserve pas seulement le droit, elle accapare aussi le statut d'une violence qui fonde le droit. Elle crée le droit en prétendant le maintenir, et c'est ainsi qu'elle le détruit. Alors elle devient ignoble, comme nous dit Walter Benjamin, qui continue ainsi. Pour garantir la sécurité, la police intervient dans d'innombrables cas où il n'existe aucune situation juridique claire, quand elle n'accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale. Sa violence est informe, comme son apparition nulle part saisissable, omniprésente et fantomatique dans la vie des États civilisés. Pour ne pas devenir ou rester ignoble, au sens de Benjamin, pour éviter que tout le monde la déteste, la police devrait avoir pour règle non seulement l'ordre public, mais la justice. Une justice qu'elle ne fonde pas elle-même, qu'elle ne peut modifier ni interpréter. Une justice qui est par définition non violente. Est-ce possible cela, une police juste, une police qui a pour horizon la non-violence de la justice? Ou la police a-t-elle prise pour longtemps, peut-être malgré elle, et entraînée par bien d'autres forces, une autre voie, celle de l'intrusion technologique dans la vie des citoyens, de l'oppression? Comment sortir de l'ambivalence, du flou dans les tâches de la police? Est-elle fondamentalement ce que Foucault nommait son regard sans visage? Ou a-t-elle un vrai visage, aux traits déterminés, que l'on peut décrire et filmer? Voilà les questions qui lancent cette série, en laissant libres les intervenants de les tourner autrement ou d'en inventer d'autres, tout étant possible, pour autant que nous gardions, c'est-à-dire prenions, sans cesse, la liberté de nous exprimer.